suite, c'est Tariq qui va lancer cette émission avec sa chronique. Bonjour Salut Marco. Tariq, ça fait un petit moment que... Ça fait 2-3 émissions. On t'avait pas vu, ouais. 2-3 mois du coup. Je suis de retour. Je suis de retour. Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette fois-ci du coup? Eh ben écoutez, moi avant d'aller dans les étoiles avec notre invité... Ça y est, il l'a dit. On a dit qu'on ne cautionnait pas Ça cette fait référence. des heures qu'il nous répète son introduction. Il dit, oh, ça va être trop bien. fier de lui. En plus, notre invité ne l'a même pas entendu. Mais du coup, on va rester sur Terre et plus précisément à la surface de l'océan Pacifique, puisque je vais vous parler d'un phénomène météo qui pourrait bien bouleverser un peu plus le climat sur Terre. Mais d'abord, on va écouter l'annonce. Continue, je gère. Micro va pas trop. Je gère, non, vas-y, t'inquiète. Petit Mais d'abord, problème on va de écouter micro. l'annonce le 3 mai dernier du docteur Wilfran Mufuma Okia, qui est chercheur au sein de l'Organisation météorologique mondiale et qui est une des institutions de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Durant les prochains mois, de mai à juillet, nous avons 60% de chances d'entrer dans la phase El Niño. Ce pourcentage augmente à 70% si l'on prend la période d'août et même peut aller jusqu'à 80% si l'on prend jusqu'à septembre. On ne peut pas se prononcer plus loin que cette période. Évidemment, cela va changer le cycle climatique sur toute la planète. Selon nos rapports, l'année la plus chaude jamais observée était en 2016. Nous attendons donc, dans les 2 prochaines années, une augmentation des températures globales. Nous avons réalisé un rapport des températures des 8 dernières années et 3 d'entre elles étaient des années en phase La Niña. Cela vous donne le contexte dans lequel nous nous trouvons. Les océans se réchauffent et c'est ce qui indique que nous entrons dans la phase El Niño de l'oscillation. Nous sortons donc de la phase La Niña pour entrer dans une nouvelle phase. Donc vous l'aurez compris, on va parler El Niño. En fait, le phénomène El Niño, c'est un phénomène climatique à récurrence et durée variable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas quand ça se produit, ni combien de temps ça va durer. Ce qu'on sait, c'est qu'il a lieu entre tous les 3 et 7 ans, au niveau de l'équateur, entre le Pérou à peu près et l'Amérique du Sud, le Pérou en Amérique du Sud et l'Australie et l'Indonésie au niveau de l'équateur. Donc, on sait aussi que ça influence le climat sur toute la planète et l'ONU, comme vient de l'indiquer le docteur, estime qu'il y a 80% de chances qu'il ait lieu avant septembre. Mais cette année, on s'attend à un super El Niño. Ce qu'on sait, c'est que ce phénomène, il affecte les conditions météorologiques dans le monde entier, en modifiant les risques d'inondation, en les augmentant d'ailleurs les risques de sécheresse, de vagues de chaleur dans plusieurs parties du monde, mais aussi augmenter les températures sur toute la planète, température moyenne globale. Mais avant de parler des conséquences, on va voir un peu ce que c'est qu'El Niño. À l'origine, le nom El Niño, c'est un petit nom sympa. Hein, Ça veut dire l'enfant, ça veut dire l'enfant en espagnol, si je me trompe ça veut pas. dire l'enfant. Il a été attribué. Espagnol LV2, vraiment. Ouais. Donc ce nom, il a été attribué par. Ouais. Vous voulez parler espagnol ou Non, mais vas-y, dis-nous. Pourquoi cette année en particulier il est redouté? Le nom El Niño, il a été attribué par les pêcheurs péruviens à la petite invasion d'eau chaude qui se produit chaque année le long des côtes péruviennes. Et ça se passe en général au moment de Noël. D'où le petit enfant Jésus qu'est El Niño. Bref, aujourd'hui on en sait un peu plus sur le phénomène. C'est une interaction entre l'atmosphère. Ça va être un peu technique, mais on va essayer de faire ça bien. Sinon, tu as des trucs pour dessiner, hein, si tu veux, au pire. Alors, me lance pas là-dedans, vraiment. Ça va être encore pire. J'ai des images qui arrivent, ça va beaucoup mieux. Du coup, c'est une interaction entre l'atmosphère et l'océan Pacifique, qu'on appelle ENSO en anglais, pour El Niño Southern Oscillation. Pour les plus francophiles d'entre nous, c'est oscillation australe El Niño. On entend souvent ce terme, vous l'avez déjà entendu? Mais quoi, oscillation australe Non, El Niño? El Niño. Ah El oui. Niño, oui, Le parce mot que El Niño. je trouve que c'est un phénomène dont on parle assez fréquemment. Maintenant, peut-être pas avec l'ampleur que ça a cette année, je pense. Ouais. Moi, on m'a dit, ah, mais c'est une tempête en fait, El Niño, machin. Ah, oui. Non, c'est pas une tempête, c'est un phénomène du coup. Mais sans, voilà, ce que l'on sait, c'est que ça provoque des situations météorologiques catastrophiques. Je vais pas vous faire en détail les vents sur Terre et tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Merci. Mais pour vous expliquer, en gros, dans cette partie du globe, il y a 3 états. On peut mettre la première photo.
On salue Gérasimos qui arrive sur le chat aussi. On est ravis de t'avoir en émission Salut Gérasimos. aujourd'hui. Ok, on les a. Voilà, ça c'est la première étape. Ça c'est quand on est en épisode neutre. Là il y a les alizés qui amènent les eaux de surface. C'est quoi les alizés? Les alizés c'est les vents qui sont normaux dans cette région du globe. C'est des vents qui sont équatoriaux et qui poussent à chaque fois les eaux de surface pour amener de la chaleur quelque part. Là, en l'occurrence, c'est en Indonésie qu'il amène des eaux chaudes. C'est pour ça qu'il fait plus chaud en Indonésie que sur le même côté de la planète, au niveau de l'équateur, mais du côté du Pérou. Du côté du Pérou, c'est un peu plus froid. Mais donc la carte du dessus, c'est quand l'état des vents et des courants est neutre. Naturellement, il y a le vent qu'on appelle l'alizé, donc, qui souffle d'est en ouest. Ces vents poussent l'eau de surface, comme je viens de le dire, jusqu'à observer une accumulation d'eau plus chaude du côté ouest. De l'autre côté, l'eau de surface est remplacée par une eau plus froide tirée des profondeurs. On a des petites blagues Ah dans le oui, chat. Je pense qu'on y a tous pensé, qu'on la apprécie, chanteuse Alizée, c'est vrai. C'est un peu boomer, non, Alizé? Non, non, On y a tous pensé, Ouais, mais ouais. personne n'a osé. ouais, je pense. Et vous saviez que c'était un vent à la base? Bah, oui, un Alizé, Ouais. oui, c'est un... Ah non, moi, Ah non Ah non? je me suis doutée avec le schéma, mais c'est pour ça qu'il faut toujours préciser ce Ouais, que c'est. bien sûr, bien sûr. Et du coup, ce vent, l'eau au niveau du Pérou, vu que l'Alizé pousse cette eau chaude vers l'Indonésie, il y a l'eau profonde qui est plus froide, qui remonte, et du coup, crée un espèce d'eau plus froide au niveau du Pérou. Mhm. Bref. Ça, c'était... mais ça crée des perturbations, des précipitations, mais pas graves. Mais Quoi. ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, l'état neutre. État neutre. Ok. Il est Par au contre- milieu. Mais ça doit se combiner à un autre phénomène qui, là, ça pose problème, j'imagine. Voilà. Par contre, les 3 dernières années, on était dans le cycle La Niña, qui, elle, quand on voit, comme sur la photo, Magnifique. Là, la Niña, c'est quand il y a un renforcement des alizés. Donc, le vent va pousser beaucoup plus fort, et du coup, l'eau sera plus chaude que la normale au niveau de l'Indonésie. J'ai du mal avec mais l'Indonésie. toujours au même endroit. Toujours dans le même sens. cette Toujours au fois-ci, même c'est juste endroit. que Le vent est plus fort. Mais du coup, ça va créer des plus grosses perturbations, et l'eau va être encore plus froide du côté du Pérou. Mhm. Ça va renforcer les éléments. Voilà. Maintenant, on arrive à El Niño, qui est, entre guillemets, une réaction à ça, où on ne sait pas encore, mais soit la Niña, c'est une réaction à El Niño, soit l'inverse, on ne sait pas trop. Mais donc là, ce Les qui deux nous sont attend, toujours liés. ouais, Ok. quand il y a un El Niño fort, normalement, il y a la Niña qui suit. Ok. Mais donc là, ce qui nous attend, c'est l'exact opposé. Ça veut dire que les vents, donc c'est la troisième photo, les vents, les alizés qui poussaient l'eau, s'affaiblissent de plus en plus. Et du coup, l'eau devient beaucoup plus chaude à droite, enfin donc à l'est, Mhm. au niveau du du Pérou. Pérou. Voilà. Et en poussant ces eaux de surface, les eaux donc, du côté de l'Asie se réchauffent, se refroidissent plus que la normale. Ah, j'étais sans mon autre phrase. Ok. 1, 2, 3, pas de soucis. On reprend. Ça ira. Qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid? Donc le vent d'est. Prends le souffle, on C'est repart. technique, hein, c'est technique. Oh, le souffle. Et Mathurin qui arrive sur ces moments pour donner juste un Merci souffle de Mathurin pour répit. ton Ouais, merci Merci. pour ce souffle. Vas-y, reprends. Et donc les eaux de surface deviennent plus. Donc ces vents vont entraîner et vont changer la température de l'eau. Et donc du côté ouest, il fera plus froid. Du côté est, il sera plus chaud. Et ça crée le problème. Donc pour résumer, la particularité du phénomène, c'est le changement de direction de courant sud-équatorial, est-ouest en temps normal, en ouest-est pendant le phénomène El Niño. Ok. Bref, ça perturbe pas mal de choses. Et parce que la zone d'eau chaude se déplace, le temps humide et instable va modifier sa trajectoire et modifier les précipitations sur le Pacifique équatorial, mais aussi les modèles de vent à grande échelle. Ça va changer, un peu bouleverser toute la météo du coin, quoi. En gros. Et ça nous impacte. Et ça peut nous impacter. Mais comment ça fonctionne Oui, mais je dis ça parce que tu n'es là plus que 5 minutes. Malheureusement. Maintenant Oui, qu'on sait t'avais comment raison ça de fonctionne, base, mais, on va voir les conséquences du phénomène. C'est déjà pas une mince affaire. Ouais. Les plus gros impacts de ces changements se situent au niveau des tropiques, donc dans la région. On voit une augmentation du risque d'inondation au nord de l'Amérique du Sud et des périodes de sécheresse en Indonésie, en Inde ou en Australie,
mais dans la pratique, où que l'on soit dans le monde, ça va nous affecter. Soit directement via des conditions météorologiques, soit indirectement via des impacts socio-économiques. Parce que quand ça change, les conditions économiques, météorologiques changent, évidemment, il y a des problèmes d'agriculture, de machin. Ok. Un autre impact, c'est ce que, à cause de toute la chaleur à la surface du Pacifique, ça libère une grande quantité d'énergie, de chaleur, et du coup dans l'atmosphère, et ça fait grimper les températures mondiales. Donc comme on le voit sur la dernière photo, donc on voit que le phénomène crée des à-coups de température en fonction de l'année. Donc on a commencé à peu près aux années 80 à mesurer ça, et on voit que les zones en rouge, c'est El Niño, on voit que la température globale augmente. La première, elle est à plus 0,5. À chaque fois qu'il y a un El Niño, la température globale augmente. Okay. Et le dernier, c'était en 2016 par exemple, lors du dernier gros épisode de El Niño. C'était l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Donc il y a une vraie corrélation entre El Niño et les températures du globe. Et avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que ce phénomène soit de plus en plus fort, j'imagine. Voilà, en fait, le changement climatique, ça c'est depuis l'ère industrielle, ça c'est nous qui l'avons créé. Et avec des phénomènes comme ça, c'est comme s'il y avait deux problèmes, alors qu'il y en a un qui est naturel, l'autre causé par l'homme, mais ça fait deux problèmes ensemble qui font que la température augmente. Enfin, je reviens sur ce que tu viens de dire, 2016, t'es sûr que c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée? Parce qu'il me semble qu'on a battu des records comme les dernières années, donc je sais pas. Alors c'est peut-être en journée, mais pas en année. Ok. D'accord. Et Elisa qui dit encore des incendies en Australie en perspective. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc c'est ce qui s'est passé. Cette année-là, il y avait l'Amérique du Sud qui a été confrontée à des inondations inédites, des pluies torrentielles. Il y a eu des feux de forêt énormes en Australie, comme on a pu le voir. Aux États-Unis aussi. Ils ont subi des tornades meurtrières au Texas et des températures super douces. Pour vous donner un ordre d'idée, à New York, au moment de Noël, il faisait 22 degrés en 2016. Et d'habitude, il fait quoi D'habitude, il fait froid, il neige. En tout cas, pour les films américains. Pour les films de Noël à New York en général. Oui, mais peut-être que j'ai décalé d'un ou deux mois, tu vois, enfin, j'en sais rien. Ah non, normalement, il fait très froid. Et donc, c'est pour ça, je pense que voilà, tu as des records de température chaque année par jour, mais pas pour l'année entière. Parce que là, vu que le phénomène, c'est à peu près en décembre, ben, la température en hiver est plus chaude. Et tu ne le vois pas forcément en été, mais bon. En Grande-Bretagne aussi, il y a eu une grosse montée des eaux dans la ville de York, et pas New York du coup, où il y avait 500 soldats qui ont été mobilisés. Alors même si en Europe, on est beaucoup moins impacté directement par le phénomène, on dépend quand même économiquement des pays qui sont touchés. Au large du Pérou, c'est la pêche qui est fortement touchée, puisque les poissons s'en vont quand il fait trop chaud. Et du coup, il y a un problème de volume de pêche, il y a une baisse importante des volumes de pêche. En Indonésie, c'est les récoltes de riz qui sont fort impactées. Et du coup, problème d'importation. Problème de sushi. Ouais. Vraiment, c'est la problématique principale de notre... Mais donc sachez que si vous en avez marre de cet hiver-là, très très froid, là, qui ne se finit pas, l'été va être complètement l'opposé et ça va être très très chaud. Et ça va être très très chaud. Et comme dit Elisa, je pense que ces dernières années ont battu un record de température maximale, mais peut-être que sur l'année ça s'est tassé, comme tu l'expliquais au niveau de la moyenne. Oui, Maxence. Manifestement. Du coup, j'ai fait des Mauvais casque. Sorry, c'est juste que comme je m'entends en double, c'est très bizarre de parler. J'ai fait des petites recherches. J'ai pas réussi à trouver laquelle était l'année la plus chaude au monde, entre guillemets. Mais là, ce que je peux dire, c'est que actuellement, les 8 dernières années ont été les plus chaudes au monde, enfin de toute l'histoire. Et 2022, c'est la 5e année la plus chaude, avec plus 1,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà. Merci Maxence. Ok.